Bonjour François Hollande. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On l'entendait à l'instant, Emmanuel Macron, invité du 13h de TF1 et France 2 demain. Il répondra aux questions de Marie-Sophie Lacaro et Julien Bugier. Qu'attendez-vous de cette prise de parole du chef de l'État? À quelles conditions pourrait-on dire qu'elle sera réussie, qu'elle sera utile dans le moment? Nous sommes dans un moment de crise qui vient après une succession d'erreurs, de moments de faire une réforme des retraites lorsqu'il y a de l'inflation, une guerre en Ukraine, des préoccupations. C'était pas à ce moment-là que les Français étaient prêts à comprendre le sens de ce qui leur était proposé. Une erreur de contenu aussi, de demander davantage à ceux qui travaillent tôt, qui travaillent dur, plutôt qu'à ceux qui détiennent du patrimoine ou des hauts revenus. Ou les employeurs eux-mêmes. Une erreur également de méthode, et c'est celle-là qui est en cause, d'avoir privilégié un accord politique, en l'occurrence avec une formation de droite. Avec les Républicains tenter d'avoir une majorité à l'Assemblée. Plutôt qu'avec les syndicats, ou une partie des syndicats, pour une vraie négociation, celle que j'avais menée lorsque j'avais moi-même fait une réforme des retraites. Mais ce sont des erreurs rattrapables aujourd'hui. Le président peut encore rectifier le tir par sa parole? Alors il y a eu aussi... Et pour terminer, une erreur de procédure, c'est-à-dire de passer par des moyens exceptionnels, que ce fut le 47.1, ce qui est compliqué pour nos téléspectateurs. Ce qui a permis de cadrer le débat, on va dire. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale, puis ensuite le 49.3. Et donc, aujourd'hui, le président est dans une situation où, certes, la loi a été adoptée par le 49.3, où il y a une légitimité pour ce qui le concerne à poursuivre son action, mais une très forte contestation. Donc, vous me demandez que faire dans cette circonstance? Apaiser, consulter, attendre aussi les décisions du Conseil constitutionnel, et ensuite décider. On va reprendre tous ces points un par un parce que vous venez de lister des choses très importantes. D'abord sur la manière de procéder. Aujourd'hui, pour le coup, le président de la République va consulter. Dans une demi-heure, il reçoit sa première ministre, des chefs de l'opposition. À la mi-journée, les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Ce soir, c'est parlementaire. Vous-même, vous avez déjà été confronté à des situations où l'on dialogue, où l'on consulte. À quoi ça sert? Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron va vraiment, à votre avis, piocher des idées, se faire une opinion, ou est-ce qu'en réalité c'est plutôt une manière de mettre un vernis, de considérer ses interlocuteurs? Je souhaite que cette consultation soit sincère, authentique, profonde, et peut-être longue d'ailleurs, parce que ça ne va pas s'arrêter simplement à la journée d'aujourd'hui ou de demain. Je vous l'ai dit, il y a d'autres étapes, en particulier celle du Conseil constitutionnel, il y aura sûrement des ajustements à faire, et donc des procédures à reprendre. Ensuite, il convient de reprendre le fil, parce que c'est ce fil-là qui a été rompu avec les organisations syndicales, avec une grande partie de l'Assemblée nationale, si l'on en croit le vote d'hier, et puis aussi avec le pays. Parce que ce qui compte, c'est au-delà des représentants de la nation, qui doivent être absolument respectés, ce qui compte, c'est de savoir comment il est possible de convaincre les Français que ce qui a été choisi va dans le bon sens. Vous-même, vous avez été contacté par le chef de l'État pour discuter de ce moment si particulier? Non, je ne l'ai pas été. Vous savez, ma position, c'est que chaque fois qu'il y a une demande d'avis, de consultation, je suis prêt. Si rien ne m'est proposé au sens d'une consultation, je ne m'en effraie pas non plus. Je veux dire, j'ai été président, je ne suis pas là pour savoir mieux que d'autres ce qu'il y a à faire, parce que je ne me serais pas engagé dans un processus de cette nature. Vous avez rappelé que j'avais mené une réforme des retraites. C'est jamais facile. Il s'agissait à ce moment-là d'allonger la durée de cotisation. Mais pas de reporter l'âge légal. Mais pas de reporter l'âge légal. Et je pense que c'était ça le point essentiel. Tous ceux qui manifestent, tous ceux qui contestent, au-delà de leurs positions respectives, c'est ce point-là qui fait aujourd'hui blocage. Donc moi j'avais pris la position de la durée de cotisation, j'avais appelé aussi des cotisations supplémentaires, une participation des revenus les plus importants. Ça n'avait pas été forcément simple, mais ça avait été compris, quand l'effort est partagé, quand la direction est connue, quand il y a justement une visibilité sur le long terme, parce que quand l'espérance de vie s'allonge, c'est assez légitime de demander une durée de cotisation. Et j'avais surtout introduit la pénibilité. Et c'est
parce que la pénibilité n'a pas été reconnue, les critères ont été supprimés au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, qu'il y a cette difficulté. Même parce si que le les métiers ne sont pas les mêmes. gouvernement a voulu tout faire, dit-il, pour avoir aussi des mesures sociales dans ce texte. Sur la situation politique, François Hollande, on viendra à la situation sociale dans un instant. Vous faisiez allusion au vote du Parlement hier, en l'occurrence l'Assemblée nationale. Il y a deux manières en fait de lire ce qui s'est passé. Sur le plan institutionnel, la motion de censure a été rejetée. Le gouvernement n'a pas été renversé. Il n'y a pas de majorité alternative. Sur le plan politique, bon, on ne peut pas ne pas noter que c'est passé à 9 voix près et que donc le boulet n'est pas passé très loin du gouvernement. C'est d'ailleurs l'un des pires scores de la Ve République sur une motion de censure, même si ce n'est pas le pire. Qu'est-ce qui compte le plus? Le fait que le gouvernement tienne ou le fait que ce ne soit pas passé loin? D'abord, il y a des éléments de légalité. Et c'est important de les souligner. Le texte a été adopté. La réforme n'a pas été adoptée votée par le rejet de la censure. Le rejet de la motion de censure produit l'adoption du texte. C'est une courte majorité, il y en a eu d'autres dans le passé. Je dirais que c'est pas là le problème majeur. Le problème majeur, il est avec le pays. Il n'est pas simplement avec l'Assemblée nationale. Il est par le refus, le rejet d'une très grande majorité de nos concitoyens de cette disposition, notamment de ce report de l'âge légal. Et c'est ce fil-là qu'il faut rétablir. Le vote est passé, même si la procédure est toujours contestée lorsqu'il s'agit du 49.3. J'ai connu aussi ce type de critiques. Mais là, il y a la nécessité de retrouver des formes de dialogue et d'apaisement. Quand on voit les manifestations, quand on voit les risques de violence, l'apaisement est le mot clé dans les jours qui viennent. Mais alors, l'apaisement, François Hollande, par quoi ça passe? Est-ce que l'apaisement, c'est le retrait du texte? C'est ce que demandent les manifestants qui sont encore mobilisés aujourd'hui. C'est tout à fait compréhensible que ceux qui sont dans la rue, ne pouvant pas obtenir par le Parlement le rejet du texte, viennent pour faire pression. Donc il y a demain une journée de mobilisation. Jeudi, oui, tout à fait. Après-demain, pardon. Oui. Les organisations syndicales en ont pris l'initiative, vont sûrement porter un certain nombre de revendications. Je crois que le mieux, ce serait aussi pour le président de la République de reprendre le dialogue avec les organisations syndicales. Mais vous ne m'avez pas tout à fait répondu. Est-ce que vous considérez que la solution, c'est de retirer cette réforme? Je pense que le président de la République doit entendre, doit comprendre que ce point-là fait aujourd'hui problème dans le pays. Et donc retirer sa réforme. Et à ce moment-là, trouver les formes qui sont les plus appropriées pour justifier ses choix, sûrement, mais pour tenir compte de ce qui se passe dans le pays. Il ne peut pas y avoir une espèce de passage de nouveau en force. S'il consulte, c'est bien pour avoir un certain nombre de retours. Donc, il me paraît que dans cette période, ce sont les organisations syndicales qui doivent avoir, de la part du président de la République, la plus grande attention. Alors, les organisations syndicales, elles font aussi un tableau très sombre de la situation du pays. Laurent Berger dit « il faut retirer le texte avant la catastrophe », c'est son mot, la tentation de la violence est là. Philippe Martinez disait même il y a quelques jours « c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron si la colère est à ce niveau-là ». Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que le pays en est là, au bord de la violence, de la catastrophe, par la faute du chef de l'État? D'abord, il ne faut jamais souhaiter la violence. Il ne faut jamais appeler à la violence. Il faut faire attention à ce que des débordements ne produisent pas des drames. Et le rôle de chacun, je pense que les organisations syndicales en sont suffisamment conscientes. Le rôle de chacun, c'est de faire en sorte que le dialogue puisse reprendre et l'apaisement puisse arriver. Ensuite, qui est responsable, c'est une affaire maintenant derrière nous. Ce qui compte, c'est l'avenir. Comment on sort? Et aussi de pouvoir proposer pour Emmanuel Macron un mandat, savoir ce qu'il veut faire de sa présidence de la République, quelle réforme il veut engager, comment il peut redonner un espoir au pays, une cohésion. Et puis il y a aussi ce qui relève des autres familles politiques. Parce que s'il doit y avoir une crise, faut-il encore qu'il y ait des débouchés, des solutions. Or, quand on regarde le paysage politique, l'inquiétude est également très forte. Parce que si ce sont les extrêmes, en l'occurrence l'extrême droite, qui devraient tirer avantage de cette situation, c'est encore plus grave.
pour la suite des événements. C'est une hypothèse ou c'est un scénario qui vous paraît aujourd'hui le plus crédible, le fait que l'extrême droite soit aujourd'hui d'ores et déjà le vainqueur de ce que nous vivons? Non, je ne pense pas du tout que l'extrême droite soit victorieuse. Ce qui, moi, me paraît plus grave, c'est qu'il n'y a pas d'alternative crédible aujourd'hui qui puisse offrir aux citoyens l'idée que nous allons sortir à un moment ou à un autre d'une crise, peut-être attendre les échéances électorales, avec une nouvelle majorité. Une dissolution, par exemple, aujourd'hui, ne produirait rien, puisqu'il n'y aurait pas de majorité qui permettrait de gouverner le pays. Donc ce qui compte, c'est dans le temps qui est maintenant laissé, c'est de faire, au-delà de ce que le président peut prendre comme initiative, et je crois qu'il a tout avantage à en prendre une, avant que ce ne soit plus grave pour l'équilibre de la nation. Et ce qui compte, c'est du côté des forces politiques, c'est de proposer des solutions. Mais si la dissolution n'est pas la solution, vous dites une initiative, par quoi ça passe? S'il n'y a pas de retour aux urnes, est-ce que c'est le référendum? Certaines oppositions veulent le référendum d'initiative partagée. Est-ce que c'est pour le symbole, le remaniement? Est-ce que c'est un changement? Par quoi que ça passe? Je pense qu'aujourd'hui, du côté du président de la République, ce ne sont pas des opérations politiques qui peuvent être le dénouement de la situation. C'est essentiellement par rapport à la réforme que son propos, sa parole sont entendus ou sont espérés. Toute opération politique aujourd'hui, changer le Premier ministre, la Première ministre, faire une dissolution quand on sait très bien qu'il n'y a pas de majorité possible, organiser un référendum. Il y a une procédure qui est tout à fait prévue par la Constitution, nous verrons bien comment elle aboutira, mais elle n'aboutit pas nécessairement à un référendum. Donc à partir de là, ce n'est pas par rapport à des solutions politiques, c'est par rapport à des solutions institutionnelles où le président de la République doit prendre une initiative. Mais alors sur le cas de la réforme par exemple, et de l'institution, est-ce que le président peut, de votre point de vue, ou doit même dire « je ne promulgue pas la réforme tout de suite, j'attends ». Ça s'est fait dans le passé, vous vous souvenez de ce qu'avait fait Jacques Chirac face à une contestation très forte du contrat de premier emploi. Le texte avait été adopté par un 49-3, et face à la pression, à la contestation, au risque d'une crise encore plus profonde, Jacques Chirac avait décidé de promulguer et de ne pas appliquer, puis ensuite, bien sûr, il avait annulé la loi. Je ne sais pas ce que fera le président de la République, mais c'est un précédent. Et ça peut être une piste à explorer. Avoir une action, un acte qui symboliquement dit aux manifestants « je vous ai entendu », quitte à laisser cette réforme de côté, alors même que beaucoup expliquent encore aujourd'hui au gouvernement, dans d'autres partis, qu'elle est indispensable pour l'équilibre de notre régime de retraite. Non, je pense que la réforme des retraites pouvait intervenir durant le mandat. Et il y avait sûrement des déséquilibres prévisionnels qui le justifiaient. Même si aujourd'hui, je le rappelle, les régimes de retraite sont en excédent. Mais le problème, c'est que cette réforme-là, parce qu'elle était mal préparée, parce qu'elle était mal négociée, parce qu'elle est apparue comme injuste, n'a pas convaincu la grande majorité de nos concitoyens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de réforme. Ça veut dire qu'à un moment, il faut savoir quelle est la réforme qui paraît la plus juste, la plus judicieuse, la plus appropriée. Et donc là, de demander des efforts aux mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé tôt ou qui ont travaillé dur, sans rien demander aux autres, ou même en essayant de ne pas augmenter ce qui était peut-être une des pistes, la durée de cotisation, plutôt que de s'en tenir un report de l'âge de la retraite, tout ça a créé la situation qu'on connaît. Donc maintenant, est-ce qu'il est possible de revenir sur l'ensemble des paramètres? Ça, c'est au président de la République de le dire. Mais ce qui est clair, c'est que nous ne pourrons pas, pendant ces prochains jours, vivre dans un climat tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il y a eu encore hier des rassemblements sporadiques dans certaines villes de France, parfois avec des feux de poubelle. Ce sont quelques dizaines de manifestants dont on a du mal à cerner le profil politique. Est-ce que ce sont des modes d'action que vous condamnez, mais aussi peut-être des modes d'action que vous redoutez? Parce qu'on a un risque aujourd'hui, c'est que ces actions perlées, assez marginales, se poursuivent dans les semaines à venir. Jusqu'à présent, ce sont les organisations syndicales qui ont conduit le mouvement. Et encore, jeudi, ce seront elles qui seront à la tête des manifestations. Durant ces cortèges et le déroulé de ces formes de contestation, il n'y a pas eu de violence.
Si ces organisations syndicales ne sont pas considérées, si elles sont une nouvelle fois mises de côté, je rappelle qu'elles ont demandé un rendez-vous au président de la République qui ne leur a pas été accordé, alors ces organisations syndicales... Il aurait dû les recevoir. Oui, il aurait dû bien sûr les recevoir. Quand on vous fait une demande aussi pressante, aussi urgente et unanime, oui, il y avait une nécessité de les recevoir. Pas forcément pour céder, mais pour au moins entendre, comprendre. Et donc, si les organisations syndicales ne peuvent plus encadrer le mouvement, là oui, le risque, il est sérieux d'un débordement, d'une violence qui est, je l'ai dit, inacceptable. Et donc il y a urgence à reprendre le fil du dialogue et à considérer les représentants syndicaux comme des interlocuteurs. Et si il y a eu un manquement durant cette période, c'est parce que la démocratie sociale n'a pas été respectée et que la démocratie politique a montré ses limites. L'accord notamment avec les LR et le passage au 49-3. Donc quand on fait une réforme sociale, les premiers interlocuteurs, c'est pas les partis politiques. Les premiers interlocuteurs, ce sont les organisations syndicales et le patronat, bien sûr. Le fait est qu'il n'y a pas que les organisations syndicales aujourd'hui dans la mobilisation. La gauche, vous le rappeliez, s'est mobilisée à l'Assemblée. Même s'il n'est pas député, Jean-Luc Mélenchon était encore en pointe pour animer cette NUPES. Hier, il s'est exprimé pour dire « la censure n'a pas marché au Parlement, maintenant il faut la censure populaire ». Mais ce n'est pas aux politiques de décider ce qui doit être fait dans la rue et dans les manifestations. Ça, ce sont, je vous l'ai dit, les organisations syndicales qui en sont les principales animatrices de ce mouvement social. Après, appeler à l'insurrection n'a jamais produit quelques résultats que ce soit sur le plan social. Même si la pression, elle doit se faire, mais j'ai confirmé que c'était aux syndicats de montrer un sens de responsabilité, mais aussi d'être respectés. Quand il n'y a pas de dialogue qui s'installe, quand il n'y a pas de négociation sur une réforme de cette importance, quand la concertation est oubliée en chemin, quand les organisations syndicales demandent un rendez-vous et ne l'obtiennent pas, alors... Pour autant, François Hollande, vous avez rappelé dans cette interview le changement de Premier ministre, la dissolution, ce ne sont pas des armes qui nous permettront d'avancer, qui permettront au pays d'avancer. Vous voyez donc ce gouvernement, avec cette Première ministre, dans la situation actuelle à l'Assemblée, réussir à continuer à gouverner et à réformer le pays, à faire voter des lois? S'il n'y a pas d'initiative, si le fil du dialogue n'est pas repris, si il n'y a pas d'annonce forte qui vienne après, j'imagine, la décision du Conseil constitutionnel, ce sera extrêmement difficile, pas simplement pour Madame Borne, pour le pouvoir globalement, donc pour le président de la République, de poursuivre une action réformatrice. Parce que les textes ne passeront pas à l'Assemblée nationale, faute de majorité, parce que le pays est dans une très grande colère, et parce qu'il y a une incompréhension sur ce qui est donné. Mais vu la situation du pays, vous dites il faut une annonce, une initiative. Est-ce qu'une annonce, une initiative peut régler la situation? Est-ce qu'il y a une formule magique, une recette magique qui permettrait du jour au lendemain d'avoir l'apaisement? On sait bien ce qu'attendent les organisations syndicales, c'est le retrait du texte. Il y a des procédures qui peuvent différer l'application du texte. On a évoqué ce qu'avait proposé à un moment Jacques Chirac. Il y a des négociations qui peuvent être ouvertes, remettant en cause peut-être des aspects de ce qui a été adopté hier. Bref, ça c'est au président de la République, après cette phase de consultation, après la décision du Conseil constitutionnel, d'ouvrir ce dialogue-là et de prendre la bonne décision. Après, est-ce qu'elle sera de nature à limiter la colère? Sûrement. À la faire disparaître? Probablement pas. Vous-même, vous avez utilisé le 49.3 pendant votre quinquennat. C'est un instrument institutionnel. Il est dans notre Constitution. Était-ce une erreur? Et si oui, pourquoi était-ce une erreur de l'utiliser cette fois-ci? Y a-t-il de bons et de mauvais 49.3? D'abord, il m'est arrivé, vous avez raison, d'utiliser le 49.3. Je l'avais annoncé dès le début de la discussion, parce que je savais qu'il n'y avait pas de majorité, mais j'avais laissé une large place au débat, donc aux observations qui pouvaient être faites, aux amendements qui pouvaient être portés, etc. Là, il y a eu un double passage en force. Passage par la loi de financement de la sécurité sociale et passage par le 49.3. Je ne pense pas que c'était l'intention de la Première ministre de passer au 49.3 et qu'elle pensait qu'elle avait voulait un accord politique. Et c'est ce malentendu. Parce que si elle avait eu la certitude que les LR ne la suivraient pas,
peut-être qu'elle aurait pris une autre procédure, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas utilisé ces armes-là, et surtout qu'elle aurait laissé une large place au dialogue avec les organisations syndicales. Quel regard vous portez sur l'état de la droite, des Républicains? Certains de leurs députés hier ont non seulement voté la censure, mais aussi voté la motion de censure du Rassemblement national. Ce qui m'inquiète, au-delà de ce qui est dans le pays, est une forte colère et qui peut avoir des débordements s'il n'y a pas des réponses appropriées, c'est l'état de notre démocratie, c'est l'état de notre vie politique. Jusqu'à récemment, il y avait une gauche, il y avait une droite, on n'était pas content de l'une, on choisissait l'autre, il y avait ce qu'on appelle l'alternance. Aujourd'hui, les grandes familles politiques se sont largement effondrées, et affaissées même, et on voit bien l'état du LR, je pourrais dire la même chose pour l'état du Parti socialiste. À partir de là, il n'y a plus de cohésion à l'intérieur de ces groupes, et surtout, il n'y a plus de possibilité d'offrir une perspective. Le rôle des LR c'eût été soit de s'opposer à ce texte, soit de le prendre à son compte, puisque c'était longtemps la position des LR de choisir un départ à la retraite à 65, certains disaient même 67 ans, c'est une contradiction de plus qui est apparue hier. Mais le rôle des LR, c'est de fournir une alternative au pays, comme le rôle du Parti socialiste, de dire, si vous n'êtes pas content du pouvoir actuel, nous sommes là, nous sommes en train de préparer l'alternance, nous avons une incarnation, et nous pouvons être une solution pour le pays. Et donc, le fait que les grands partis politiques ne soient pas redressés, pas trop tard, j'espère qu'ils le feront, eh bien, crée une instabilité et une inquiétude supplémentaire. Dans ce contexte très particulier, le chef de l'État ira aussi accueillir tout à l'heure l'otage français de retour, Olivier Dubois. Pour le coup, il a raison de le faire. Il a raison de sortir de cette journée pour arrêter et suspendre le temps pour ce moment. Oui, la libération d'un otage, j'ai vécu ces instants-là, c'est un moment de très grande émotion. Là, en l'occurrence, Olivier Dubois, il revient de 2 ans de captivité, dans des conditions sans doute effroyables. La famille est soulagée, heureuse, et donc elle veut que nous puissions partager son bonheur et aussi la compassion que nous devons avoir à l'égard d'Olivier Dubois, et aussi notre admiration. Moi, j'ai vu ce qu'était à travers les discussions avec des otages qui venaient d'être libérés, ce qu'avait été leur calvaire. Et donc, il est très important que nous nous associons à ce soulagement pour ce qui le concerne, à ce bonheur pour sa famille qui l'accueille. Merci beaucoup, François, d'avoir été sur ce plateau ce matin. Dans un instant, c'est le temps de l'info avec Elisabeth Martichoux. D'abord, votre météo, Ange.